compétence reconnue est un bonheur de William de Britaine. Je reprends. L'honneur, ça mérite est un fardeau. La compétence reconnue est un bonheur. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Veuillez m'excuser pour le retard, j'ai eu des problèmes techniques. J'essayais de passer en live, mais la caméra ne passait pas, je n'apparais pas. Donc, j'ai tout essayé pour résoudre le problème. Heureusement que j'y suis parvenue, et me voilà. Donc, vous savez le pourquoi. Et j'ai eu ces quelques minutes de retard. Je suis très heureuse d'être avec vous en ce début d'après-midi, 13h21 heure de France, 11h21 GMT. Aujourd'hui, nous sommes là pour aborder la thématique autour des GAFAM et l'avènement de l'intelligence artificielle. Je sais que beaucoup d'entre vous, quand on parle tout de suite de GAFAM, vous pensez tout de suite à Google, vous pensez à Amazon, vous pensez à Facebook qui est maintenant rebaptisé Meta. Vous pensez également à Amazon, on a déjà dit Amazon, de Apple et pour finir du géant Microsoft. Donc, nous allons décortiquer ces grandes firmes qui s'imposent dans le numérique et le digital et voir comment elles en sortent avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Vous pouvez participer à ce webinaire en nous laissant vos commentaires, bien évidemment, dans la section des commentaires. Moi, ça me fera vraiment un réel plaisir d'échanger avec vous sur cette thématique. Sans plus tarder, nous allons nous plonger dans le vif du sujet. Mais bien avant ça, faisons un tour sur nos plateformes sociales, en commençant par LinkedIn pour voir si nous sommes très bien en live. Let's check together. Alors, je commence par LinkedIn. C'est très bien. C'est très bien. Nous sommes bien en live sur LinkedIn. Alors, on va faire un tour sur YouTube, Rose TV Network. Alors, sur YouTube, est-ce que nous sommes en live? En live, est-ce qu'on est en direct? Oui, nous sommes très bien en direct. C'est top. Nous sommes très bien en direct également sur YouTube. OK, comme tout est bon, j'imagine que c'est pareil sur Facebook. Pour ceux qui sont sur Facebook, n'hésitez pas à nous dire, parce que j'ai pas pris mon téléphone sur moi, vu que j'étais tellement débordée avec ma caméra qui ne marchait pas. Donc, j'ai carrément oublié mon téléphone, je l'ai pas sur moi. Donc, ceux qui sont connectés sur Facebook, n'hésitez pas à nous dire si vous nous attendez très bien et que tout se passe bien sur Facebook. Les stats, les GAFAM et l'avènement de l'intelligence artificielle en 2025. Dans cette présentation, nous allons explorer les GAFAM qui sont Google, Apple, Facebook, qui est rebaptisé Meta depuis 2021, Amazon, Microsoft, qui sont des firmes qui redéfinissent notre monde numérique à travers leur maîtrise de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, nous analyserons leur stratégie, leur influence économique et les enjeux éthiques qui accompagnent cette révolution technologique sans précédent. Les GAFAM qui sont appelés les maîtres du monde numérique, comme je le disais en intro, ce sont les Big Five, hein.
Vous allez les retrouver dans plusieurs secteurs, que ce soit dans le e-commerce avec Amazon, dans les téléphones, les iPads, iPods avec Apple. Vous allez les retrouver dans les logiciels avec Microsoft. Vous allez les retrouver également dans les moteurs de recherche avec Google. Je pense que j'ai fait le tour, hein, et maintenant sur les réseaux sociaux avec Meta, avec Facebook, Instagram, YouTube. Donc, c'est une analyse approfondie de l'emprise de ces géants technologiques sur notre économie numérique et leur rôle crucial dans le développement de l'intelligence artificielle. Voyez-vous, depuis que nous sommes rentrés à l'ère de l'intelligence artificielle, ces Big Five ou ces grandes entreprises du numérique se sont approprier, voilà, de cette nouvelle technologie pour s'adapter, mais aussi à répondre aux besoins de leurs différents clientèles cibles. Donc, les GAFAM, les géants qui dominent notre quotidien numérique, faisons un focus sur leur domination sur le plan financier, sur le plan sectoriel, mais aussi sur le plan historique. Quand nous prenons leur impact en termes de puissance financière, nous allons tout de suite vous dire que c'est grandes entreprises, ces Big Five, ont une capitalisation boursière combinée à elle seule qui dépasse 8 000 milliards de dollars. C'est énorme, hein? Une capitalisation qui dépasse 8 000 milliards de dollars en 2024, c'est tout récent. C'est l'équivalent du PIB, c'est-à-dire du produit intérieur brut du Japon et de l'Allemagne réunie. Je rappelle que le Japon et l'Allemagne, ce sont de grandes puissances économiques et ces pays-là sont même classés dans les top 10 quand on parle de puissance économique. Donc, cela montre vraiment la puissance financière que ces Big Five ou ces GAFAM ont sur l'économie mondiale. Au niveau des monopoles sectoriels, nous constatons une domination quasi totale sur les moteurs de recherche à travers Google, qui est d'ailleurs le premier moteur de recherche qui a été fondé depuis 1998. On a les réseaux sociaux avec Meta, où vous allez retrouver Facebook, Instagram, Messenger, YouTube. Voilà, donc ce sont ces réseaux sociaux-là qui constituent Meta. Nous aurons également le e-commerce avec Amazon. Je pense que si vous résidez en Europe, aux États-Unis, Canada, peu importe là où vous vivez, surtout en dehors de l'Afrique, vous avez déjà certainement acheté ou commandé un article sur Amazon, ce qui montre vraiment l'impact ou la puissance d'Amazon dans notre vie quotidienne. Nous allons parler du cloud computing avec le AWS, le Amazon Web Service, qui fait partie aussi des produits d'Amazon et puis de Azure. Et ensuite, le système d'exploitation avec Windows qui est déployé par Microsoft. Donc, on a le Windows et puis on a le iOS. Ensuite, nous parlerons maintenant des leaders qui sont, ces Big Five, qui sont des leaders historiques, hein, quand je parle de Apple, qui est en quelque sorte le doyen des Big Five, qui a été fondé en 1976 par Steve Jobs. Et donc, je disais, voilà, le doyen des GAFAM, Microsoft et puis Amazon, et qui ont aussi bâti leur empire sur des décennies d'innovation et d'expansion stratégique. Les Big Five qui façonnent notre monde, leur influence s'étend bien au-delà de la technologie.
Ces entreprises redéfinissent l'économie mondiale, les réalisations sociales et même la géopolitique du 21e siècle. Je ne sais pas, ceux qui ont regardé l'investiture de Donald Trump le 20 janvier, hein, exactement, ça fait à peu près, aujourd'hui on a le 20 août, ça fait à peu près 8 mois, qui Donald Trump, il avait prêté serment pour son deuxième mandat à la Maison Blanche. À la Maison Blanche, vous avez certainement vu que les CEO, les PDG de ces Big Five-là étaient invités à son investiture, ce qui montre vraiment leur puissance de décision dans la géopolitique ou même dans les décisions aux États-Unis et maintenant partout dans le monde, hein. On est bien d'accord que ces Big Five-là sont dans nos vies hein, partout. Même actuellement, ce live-là, c'est certainement grâce à un de ces Big Five-là. Et pour vous dire que leur impact ou leur influence ne se limite pas uniquement dans la technologie, ça s'étend sur la géopolitique, sur l'économie et sur les décisions stratégiques de notre société. Expansion au-delà des frontières traditionnelles. Sur cette partie-là, nous ferons le focus sur leur diversification en termes de stratégie, leur influence globale. Tout à l'heure, on parlait de géopolitique, des décisions stratégiques et puis la compétition à l'international. Je rappelle que ces Big Five-là sont toutes américaines. Que ce soit Microsoft, Apple, euh, Meta, ou Facebook, que ce soit également Amazon, toutes ces entreprises-là sont créées au sein des made, les made USA. Donc, ce qui booste aussi hein, l'économie américaine et il faut pas qu'on se voile la face. Ces Big Five-là continuent à avoir de l'influence sur l'économie américaine. Donc, au niveau de la diversification stratégique, on va constater des investissements massifs dans l'intelligence artificielle, le cloud computing, la réalité virtuelle augmentée et Internet des objets, le IoT, en créant bien évidemment des écosystèmes technologiques complets. Je rappelle que vous pouvez participer à ce webinaire à travers vos commentaires, vos réflexions, vos impressions dans la session des commentaires. Si vous êtes connecté, que ce soit sur LinkedIn, Facebook ou même sur notre chaîne YouTube Rose TV Network. Sur le plan influence globale, leur pouvoir économique et politique sans précédent dépasse celui de nombreux États et nations avec une capacité d'influence sur des législations et des normes mondiales. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de leur présence lors de l'investiture de Donald Trump, ce qui prouve que même les décideurs politiques reconnaissent l'influence ou la capacité de ces Big Five. Côté compétition à l'international, les Big Five ont des concurrents, hein, ont des compétiteurs. Donc, on va retrouver les BATS qui sont chinois. Les BATS comprennent Baidu, voilà, qui est un moteur de recherche, Alibaba, qui est le géant aussi du e-commerce. Sur le continent asiatique, on va avoir Tencent qui est beaucoup plus dans le divertissement, les vidéos, les films comme à peu près le Netflix. On va avoir aussi Xiaomi qui est aussi dans le e-commerce. Le Xiaomi comme à peu près le Amazon pour la domination technologique mondiale. Donc, depuis des années maintenant, il y a ces BATS-là qui sont en forte concurrence avec les GAFAM. Est-ce que les BATS vont y arriver? Est-ce qu'elles vont arriver à dépasser l'influence et la puissance des GAFAM? L'avenir nous le dira.
Maintenant, parlons de l'IA. L'IA, moteur de la nouvelle ère des GAFAM, comme je le disais en intro, avec l'avènement de l'IA, les GAFAM se sont appropriés de cette nouvelle technologie pour encore se positionner sur le marché du numérique. Donc, ici, on va se poser la question comment l'intelligence artificielle est devenue l'axe stratégique principal des géants technologiques, je veux dire, des GAFAM, transformant leur modèle économique ou leur business model et leur position sur le marché mondial. C'est ce que nous allons découvrir. Donc, l'IA est un accélérateur économique sans précédent. Nous allons parler un peu des chiffres. En termes d'investissement, en 2025, on a 400 billions de dollars qui ont été investis en 2025, ce qui représente des dépenses en capital, c'est-à-dire des CAPEX de Google, de Amazon, Meta, Microsoft, pour développer leurs infrastructures IA. Au niveau de la valorisation ajoutée, on a 2,5 trillions de dollars qui représentent la valorisation ajoutée pour une augmentation combinée de la valeur boursière de Microsoft et de Nvidia en un an grâce à leur avancée en intelligence artificielle. Côté consommation énergétique, quelle est la capacité de consommation énergétique de ces GAFAM? Donc, on va constater une consommation énergétique de 15%, ce qui représente la part de l'électricité mondiale que pourraient consommer les data centers IA d'ici 2030. Donc, vous voyez la capacité, 15% de l'électricité mondiale sont consommés par ces GAFAM-là en termes de data center au niveau des IA. Vous savez que les IA, les intelligences artificielles, requiert beaucoup de data parce que toutes les informations qu'on a en utilisant ChatGPT, par exemple, sont fournies par des data centers, c'est-à-dire des centres où on a vraiment une collecte très avancée des données. La course à l'IA génère donc une demande sans précédent en infrastructure physique, que ce soit au niveau des data centers, des processeurs spécialisés, des réseaux de distribution. Cette expansion matérielle massive euh, contraste avec la nature virtuelle des services fournis. Stratégie IA des GAFAM en 2025. Là, on a fait un zoom sur Microsoft, Google et puis Amazon. Microsoft, on va constater une intégration de l'IA dans l'offre, dans Office plutôt 365. Quand je parle d'Office 365, vous allez retrouver tout ce qui est autour de Word, de Excel, de PowerPoint, de Teams, de quoi d'autre. Maintenant, on a le Copilot également, Copilot, voilà. On a également euh, le Office pour le management de projets, voilà, mais le MS Project, voilà, le Microsoft Project qui permet justement de gérer les projets. Donc, c'est ce qui constitue le Office 365 via Copilot, transformant la productivité professionnelle. Nous allons aussi avoir un partenariat stratégique avec OpenAI. Donc, Microsoft a signé une collaboration ou un partenariat stratégique avec OpenAI, qui est une entreprise vraiment spécialisée dans l'intelligence artificielle, valorisée à plus de 13 milliards de dollars. 13 milliards de dollars, c'est énorme. Cela ne représente même pas parfois les PIB de certains pays africains. On a aussi le Windows AI intégrant l'intelligence artificielle au cœur du système d'exploitation. Pour ceux qui utilisent le Windows, vous allez certainement remarquer que Windows a intégré maintenant, je vais dire, le système d'exploitation Windows a maintenant intégré l'intelligence artificielle dans ses applications.
Au niveau de Google, vous allez voir Gemini. Pour ceux qui utilisent beaucoup plus le Google Pro, pour Gmail Pro, par exemple, vous allez pas. Moi, je l'utilise, c'est pour cela que je le sais. Google nous propose le Gemini pour parfois, quand tu reçois un mail, il te dit, bah, le Gemini peut te résumer, au fait, les points clés de ce mail, si surtout si c'est les mails très longs. Le Gemini va te structurer et résumer le contenu du mail. Vous allez voir le modèle multi modal déployé dans tous les services Google. On a le DeepMind également qui est orienté vers des applications en santé et sciences fondamentales. Toujours au niveau de Google, on a des initiatives d'éthique IA pour contrer un peu les accusations de biais au niveau des algorithmes. Vous savez, l'intelligence artificielle, c'est pas parfait. Parfois, il peut y avoir des biais, que ce soit au niveau de l'éthique, même des biais au niveau de leurs algorithmes. Donc, il y a des initiatives menées par Google justement pour contrer ces biais-là. Et pour finir, Amazon, quelles sont les stratégies mises en place par Amazon dans le but de se positionner en tant qu'acteur majeur dans l'avènement de l'intelligence artificielle? Donc, avec Amazon, on va avoir le AWS, Amazon Web Service, qui est une plateforme IA préférée des entreprises. Donc, la plupart du temps, les entreprises font appel ou commandent le AWS pour leurs différents services. On a aussi des partenariats multiples avec Anthropic, AI 21 et Cohere pour diversifier l'offre. Pour finir, une intégration IA dans toute la chaîne logistique et l'expérience client sont des éléments ou les points majeurs que Amazon a, excusez-moi, qu'Amazon a déployé pour faire face à l'intelligence artificielle. Voyez-vous, chaque géant développe une stratégie intelligence artificielle distinctive alignée avec son cœur de métier tout en cherchant à pénétrer de nouveaux marchés. Donc, l'objectif de ces géants-là, c'est de pouvoir exploiter ou utiliser de façon stratégique cette nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle, déjà pour répondre aux besoins de leurs clients ou de leurs consommateurs existants, mais aussi pour se positionner sur d'autres marchés. Vous savez, quand il y a une nouvelle technologie, il va y avoir d'autres demandes côté consommateur ou côté utilisateur. Donc, le but de ces géants-là, c'est vraiment exploiter de nouveaux marchés afin d'avoir encore plus d'influence sur le marché de la technologie. La suite, nous allons parler en termes d'analyse comparative des stratégies. Là, on a pris les Big Five, hein, Microsoft, Google, Amazon, Apple et puis Meta. Ça allons distinguer leurs forces et puis leurs faiblesses en termes de... Alors, si je retire ça, je reviens là. OK. Parfait. Donc, en termes de force et de faiblesse, quand on prend, par exemple, Microsoft. Microsoft, là, je vois pas trop bien, donc je vais faire ça comme ça. Voilà. Microsoft, ses forces, c'est l'intégration bureautique, le partenariat avec OpenAI. Ses faiblesses, c'est sa dépendance externe pour l'innovation en intelligence artificielle. Qu'en est-il de Google? Au niveau de Google, ses forces vont se tourner autour de son expertise en intelligence artificielle interne et puis de la data au niveau des users, la data utilisateur. Vous savez, quand vous allez sur Google,
vous mettez une requête, hein, une demande pour une recherche, par exemple. Ce sont vos données. Hein. Je ne sais pas si vous savez regarder toute l'historique des recherches que vous faites sur Google. C'est tracé, et c'est pas privé. Donc, Google peut se baser sur les recherches que vous faites sur son moteur de recherche pour collecter les informations sur vous. Au niveau de ces faiblesses, on a un retard dans le déploiement commercial. Côté Amazon, les forces, c'est son infrastructure cloud avec AWS, le Amazon Web Service, et puis sa diversité au niveau des partenaires. Ces faiblesses vont se tourner avec une avancée lente et fondamentale au niveau de l'intelligence artificielle. Apple, côté force, on a une IA sur appareil pour ceux qui aiment vraiment les produits dernière génération de Apple. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a maintenant le iPhone 16, même le 16 Pro, où vous pouvez avoir de l'intelligence artificielle qui est intégrée là-dedans. Bon. Je passe de temps en temps dans les boutiques Apple parce que je suis curieuse. Même si c'est pas pour acheter, je vais pour regarder leurs nouveaux produits, voir quelles sont les nouvelles fonctionnalités intégrées. Et même hier, j'étais à la Défense, j'ai fait un tour à la Défense. Donc, c'est là que j'ai remarqué que leur nouveau produit iPhone 16 Pro, il y a une intégration de l'intelligence artificielle dans les fonctionnalités. Ces faiblesses offrent intelligence artificielle moins visible. Terminant par Meta, ses forces vont être au niveau de l'intelligence artificielle sociale à travers les réseaux sociaux, que ce soit via Facebook, Instagram. Je pense qu'il y a 2 ou 3 semaines, il y a Meta pour ceux qui utilisent ces réseaux-là, qui a certainement laissé une notification hein, que désormais, vous pouvez utiliser de l'intelligence artificielle. Et il y en a sur Instagram et même sur Facebook. Hein. Donc, on demandait l'accord ou la validation des utilisateurs. Il y en a qui étaient contre parce que ils trouvaient cela pas trop éthique que Meta va se servir de leurs données et c'est ce qui est logique, hein, ce qui est courant. Donc, il y en a qui n'étaient pas pour et qui n'ont pas validé cette notification-là, mais il y en a qui ont dit que pourquoi pas, on va utiliser l'intelligence artificielle avec Meta, que ce soit à travers Facebook ou Instagram. Ces faiblesses, c'est une image publique et puis la confiance des utilisateurs. Donc, c'est ce que je disais. Les utilisateurs vont être un peu euh, inquiets ou vont avoir une méfiance par rapport à cette nouvelle technologie que Meta veut intégrer sur les réseaux sociaux. En gros, les stratégies divergent fortement entre création interne et acquisition externe, entre modèles euh, propriétaires et open source, entre applications grand public et professionnelles. Si vous venez de vous connecter, n'hésitez pas à partager avec nous vos réflexions, vos impressions, vos commentaires, mais aussi des questions dans la session des commentaires. Nous sommes sur la thématique autour des GAFAM et l'avènement de l'intelligence artificielle en 2025. Nous continuons. Parlons maintenant des modèles d'intelligence artificielle de pointe en 2025. Je vous ai déjà parlé de OpenAI, je vous ai aussi parlé de Google DeepMind et puis Anthropic dans les slides précédentes. Là, nous allons donner beaucoup plus de détails et de visibilité sur ces 3 modèles. Au niveau de OpenAI, on a ChatGPT 4 avec Omni et tout récemment, pour ceux qui suivent l'information, vous savez qu'on a maintenant ChatGPT 5 qui a été déployé par ses fondateurs.
Donc, ce sont des modèles spécialisés au sel pour le raisonnement avancé et la prise de décision autonome. Donc, ces modèles-là ont pour ambition ou pour objectif de pouvoir aider les décideurs dans leurs décisions stratégiques, mais aussi dans leur raisonnement avancé. Au niveau du DeepMind de Google, on a le Gemini Ultra et puis le Gemini Nano, qui est une intégration multimodale complète qui va comporter un peu des textes, les images, les audios et voir des vidéos avec compréhension contextuelle avancée. Anthropic, avec ses modèles Claude 2 et Claude Pro, sont des modèles sécurisés avec fenêtre contextuelle de 100 000 tokens et focus sur l'alignement éthique. Ces modèles surpassent désormais les capacités humaines dans de nombreux domaines cognitifs, tout en maintenant bien évidemment certaines limitations en raisonnement causal et puis créativité conceptuelle. Donc, ces modèles déployés par ces grandes firmes, que ce soit par Google, que ce soit par Microsoft, ont pour ambition de faciliter, hein, donc c'est la vision derrière, de faciliter notre vie, que ce soit en entreprise ou même dans la vie des consommateurs finaux de ces applications-là. N'hésitez pas également à faire des partages sur vos plateformes digitales, que ce soit sur LinkedIn, Facebook ou sur YouTube. Enjeux et défis de la domination IA des GAFAM. Là, je vous ai fait un partage de graphiques pour mettre en lumière les secteurs qui sont vraiment impactés par l'utilisation de l'intelligence artificielle par les GAFAM. Là, j'ai pris la technologie, voilà, le secteur de la technologie, les finances, la santé, la distribution et puis l'éducation. Donc, nous allons voir une très forte domination au niveau de la distribution avec des emplois, bien évidemment, qui sont menacés. Je pense tout de suite à Amazon. C'est vrai qu'on aura toujours besoin des distributeurs, hein, ou comment on les appelle déjà, des agents de distribution qui vont passer justement pour nous livrer, voilà, les livreurs, c'est le terme approprié. Les livreurs qui passeront nous livrer nos commandes Amazon, mais dans la conception, dans le packaging, je pense qu'il y aura vraiment des emplois qui seront menacés parce qu'on va avoir des robots, des machines qui vont faire le packaging, qui vont déplacer les produits d'un point A vers un point B, de le mettre dans les camions. Donc, les emplois sont vraiment menacés sur ce plan-là. Après, nous allons avoir aussi au niveau de la technologie avec la croissance liée à l'IA. J'avais déjà partagé quelques emplois, par exemple, dans la tech qui seront menacés comme le métier des développeurs et les métiers au niveau aussi du management de projet, les métiers un peu techniques au fait qui seront menacés parce que on a vraiment une technologie de pointe qui est très développée et avec ces nouveaux modèles-là, et on n'aura plus forcément de ces professionnels-là, que ce soit au niveau des développeurs, au niveau de management de projet ou en gros au niveau de la partie technique, et puis il y aura des machines, des robots qui vont être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus précis par rapport aux humains derrière. Donc, c'est ce secteur-là de la technologie est également un secteur à risque suite à l'avènement de l'intelligence artificielle. Ensuite, on a les finances également et pour finir, on a le secteur de la santé. Il y a beaucoup
de contenus qui sont partagés ces derniers temps sur les réseaux sociaux où vous allez voir côté opération chirurgicale qu'il y a des robots maintenant qui vont accompagner les chirurgiens ou les spécialistes de ces opérations-là. Donc, on n'aura plus besoin forcément des infirmiers, infirmières à côté ou même des personnes qui vont accompagner ces spécialistes-là dans ces opérations à distance. Donc, les robots vont s'en occuper. L'intelligence artificielle représente désormais un principal moteur de croissance économique au niveau des États-Unis, mais sa contribution à l'emploi reste encore controversée avec des disparités, bien évidemment, sur le plan sectoriel avec ces secteurs-là que je viens de partager avec vous. La question d'éthique et régulation. Il y a 2 ou 3 semaines, hein, je pense que c'est le CEO de OpenAI avait fait une sortie en disant qu'il y a même des gens qui se permettent de raconter leur vie privée à ChatGPT. Donc, ChatGPT est devenu en quelque sorte leur psychologue. Et c'est là qu'il alertait sur ce côté-là en disant de faire attention que ces requêtes-là, ces prompts-là qu'on envoie à ChatGPT ou à une intelligence artificielle sont collectées et ça peut se retourner contre nous ou même les réponses ou les résultats fournis par ces intelligences artificielles peuvent être biaisés, donc de faire vraiment attention. Donc, c'était une façon d'alerter, de dire que non, on ne peut pas se fier complètement à ces technologies. Côté éthique, donc, on va avoir une sécurité et un contrôle. Pourquoi la sécurité et le contrôle? Parce qu'au niveau de la sécurité et le contrôle, il y a des risques qui sont liés au système autonome avec les hallucinations, intelligence artificielle, la cybersécurité, des infrastructures qui vont rester très critiques. On a aussi des biais dont j'en parlais tout à l'heure, les biais et puis la discrimination qui va se tourner au niveau de la perpétuation des inégalités existantes dans les données d'entraînement et puis les algorithmes de décision. Moi, j'ai commencé à utiliser plusieurs modèles, hein. Là, j'utilise ce 4 d'intelligence artificielle. Au début, ce que je remarquais, je pense que la première chose que j'avais fait, j'avais donné une requête sur la monnaie, à peu près, voilà, sur le franc CFA. Parce que je lisais un livre, je voulais un peu écrire un contenu, faire un résumé. Et j'avais proposé, je pense que c'était avec un Microsoft Designer, pour ceux qui connaissent, voilà. C'était ça, j'avais utilisé Microsoft Designer. Donc, je disais à Microsoft Designer de me proposer un peu une image sur le franc CFA. Voilà. Donc, à ce que Microsoft Designer m'a proposé, c'était une belle image, hein, mais c'était pas une image qui représentait vraiment le franc CFA. Ouais. Donc, ce qui veut dire que les données qui sont stockées et qui sont utilisées par Microsoft Designer contiennent des billets, ne représentent pas vraiment la réalité. Raison de plus, euh, raison de plus qui nous pousse justement à faire attention à ces billets et puis à ces informations qui ne représentent pas vraiment la réalité. Au niveau de la vie privée et puis la surveillance, il y a une collecte massive de données personnelles pour entraîner des modèles IA et des risques de surveillance généralisée. C'est ce que je disais. Et même le CEO de OpenAI nous a alerté là-dessus en disant de ne pas se confier à ces modèles-là, puisque ça récolte notre vie privée et ça peut se retourner contre nous dans l'avenir. Au niveau de la régulation européenne, j'ai pris l'exemple parce que tout récemment, il y a l'Europe ou l'Union européenne qui a mis en place AI Act qui va justement
permettre, voilà, d'imposer un cadre strict face à l'impérialisme numérique des GAFAM. Donc, le AI Act, c'est en quelque sorte une régulation comme on l'a fait avec le RGPD, le RGPD, voilà, le RGPD pour protéger justement les données des consommateurs ou des clients. Donc, le AI Act aussi va consister à protéger ou à donner un cadre réglementaire afin d'éviter des dérives. Et donc, ce que disait le PDG de OpenAI, c'est nous avons besoin de gouvernements pour établir des limites claires sur ce que l'IA peut et ne peut pas faire. Sans régulation, nous risquons de perdre le contrôle. Donc, c'est ce qu'il avait annoncé lors de sa sortie. Est-ce que l'IA est sous contrôle ou hors contrôle d'après vous? J'aimerais vraiment avoir votre avis, votre réflexion sur cette question-là. D'après vous, est-ce que l'IA est sous contrôle avec des nouvelles régulations mises en place par l'Union européenne et même dans d'autres pays, hein? D'après vous, est-ce que ces cadres réglementaires-là placent l'IA sous contrôle ou vous trouvez excusez-moi, où vous trouvez que ces cadres-là n'ont pas vraiment un impact significatif sur l'intelligence artificielle? J'aimerais avoir vos retours dans la session des commentaires. Alors que la question qu'on peut se poser, est-ce que l'IA est sous contrôle ou hors contrôle? Le débat sur la régulation de l'intelligence artificielle oppose désormais les partisans d'une innovation sans entrave aux défenseurs d'un encadrement strict pour protéger les valeurs démocratiques et des droits humains. Nous savons que la technologie n'est jamais neutre. Elle incarne des valeurs de ceux qui la créent. Donc, quelqu'un qui est derrière une technologie, il faut savoir qu'il y a un agenda derrière. La personne veut mettre en avant justement ses idées, ses idéologies, ses opinions. Donc, il n'y a rien d'anodin. Il y a toujours un intérêt derrière. Il y a toujours une partie prise derrière la création d'une nouvelle technologie. Il y a Monsieur Georges Nanabi Maboudou, voilà, excusez-moi si j'ai mal prononcé votre nom. Cela dépend des informations auxquelles l'IA a accès. Effectivement, ouais, je trouve ça intéressant. Cela dépend vraiment des informations dont l'IA a accès. Si on a des data centers avec des informations très sensibles et qu'on donne justement accès à l'IA, bon, ça peut nous porter préjudice. Merci, Monsieur Maboudou, pour votre apport. Si vous avez d'autres idées, d'autres impressions ou d'autres réflexions à partager avec nous sur cette question, elles seront les bienvenues. Donc, on va avancer, on est presque à la fin. Donc, pour la conclusion, sachez que les GAFAM sont des architectes du futur, ou des nouveaux seigneurs du numérique, ou même on peut transformer cela peut-être en question. Est-ce que vous pensez que les GAFAM, quand je parle de GAFAM, c'est Google, Apple, Facebook ou Meta, Amazon et puis Microsoft. Est-ce que vous pensez que ces Big Five, ces grands géants du numérique vont être des architectes du futur ou des nouveaux seigneurs du numérique? Cela va se trouver sur trois piliers. À travers leur domination économique, leur puissance financière et technologique dépasse celle de nombreux États, redéfinissant la géopolitique mondiale. Au niveau des opportunités d'innovation, on constate que l'IA offre des perspectives inédites pour résoudre les grands défis de l'humanité, que ce soit dans le secteur de la santé, le climat et l'éducation. Une nécessité d'équilibre. Le développement technologique doit s'accompagner d'une réflexion
éthique et d'un cadre réglementaire adapté. Tout à l'heure, je vous parlais de l'EA Act euh, déployé par l'Union européenne. Donc, pensez-vous que cette réglementation suffit pour avoir l'intelligence artificielle sous contrôle? Nous entrons bien évidemment dans une ère des décisions des GAFAM concernant l'intelligence artificielle qui vont façonner bien évidemment notre société, notre économie et notre rapport au monde. Nous devons donc avoir une vigilance citoyenne et la régulation démocratique pour garantir bien évidemment la révolution technologique des biens communs. Le débat sur l'IA n'est pas seulement technologique, mais profondément politique. Tout à l'heure, je vous disais, quand il y a le déploiement ou la conception d'une nouvelle technologie, il y a les idéologies, les valeurs, les principes qui veulent être mis en avant. Donc, il faut vraiment être vigilant, avoir un œil sur l'utilisation de ces technologies-là. Qui contrôle ces technologies, à quelle fin et quelles sont les valeurs ou l'agenda derrière. Pour aller plus loin, là où j'ai tiré ces informations pour vous présenter ce webinaire, c'est à travers un rapport de McKinsey qui parle de l'impact économique de l'intelligence artificielle en 2025 que vous pouvez retrouver sur Google. Là, il suffit juste de taper rapport à McKinsey. L'impact économique de l'intelligence artificielle en 2025, vous allez lire le rapport. Stanford AI Index également, qui en a parlé. Livre blanc de l'Union européenne sur la régulation de l'IA, qui parle bien évidemment de AI Act. Et puis, les bulletins trimestriels des GAFAM, que vous pouvez également retrouver sur Internet. Si vous voulez qu'on pousse encore plus la réflexion des GAFAM et puis l'avènement de l'intelligence artificielle en 2025, je vous ai laissé notre contact de mail qui est contact@rosecompany.fr. Je vous remercie pour votre attention. Toujours un réel plaisir de partager ces sujets-là, ces thématiques avec vous. Pour ceux qui vont regarder le replay, n'hésitez pas, hein, vous pouvez toujours nous envoyer vos impressions, vos analyses, voir vos questions par mail. Et puis, voilà. Je saisis de cette occasion pour vous dire que demain, c'est mon anniversaire. Demain, je fête mes 28 ans. Donc, pour ceux qui aimeraient me souhaiter un bon anniversaire, n'hésitez pas, moi ça me fera plaisir. Mais ce qui me fera encore un plaisir de plus, c'est de précommander mon tout récent ouvrage. Alors, je vais partager l'image avec vous. Tac, tac, tac. Donc, on est avec Rose TV Network. Donc, vous allez voir ça tout de suite. Voilà. Donc, je vous invite à faire la précommande de mon tout récent ouvrage potentiel, exploiter toutes vos ressources, qui est disponible sur Amazon. Je suis vraiment une grande utilisatrice ou consommatrice des produits Amazon. Donc, n'hésitez pas à aller faire votre précommande sur Amazon. Il suffit de taper dans la barre de recherche potentiel Akuro-TB. Et prenez l'initiative d'ajouter mon nom parce que je ne suis pas la première auteure à écrire sur le potentiel. Il y a d'autres auteurs qui l'ont déjà fait dans le passé. Donc, pour être plus précis dans votre requête, vous ajoutez ma marque qui est Akoro TV et vous allez tomber là-dessus. Pourquoi la précommande est impérative? Faire une précommande avant la sortie officielle d'un livre vous permet en fait d'être parmi les premières personnes à l'avoir dès sa sortie.
Et je rappelle que la sortie est prévue le 15 décembre prochain. Amen, le 15 décembre 2025. Vous savez tout maintenant. Hâte de vous lire. Vous savez que je fais souvent des publications sur LinkedIn. Je suis très, très active sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon LinkedIn si cela n'est pas encore fait. Et puis, nous allons continuer les échanges sur cette plateforme-là. Je suis également sur Facebook, sur notre chaîne YouTube, Rose TV Network. N'hésitez pas à nous soutenir là-dessus. Donc, je vous donne rendez-vous ce samedi parce qu'on a euh, un autre live, un live débat où je ne serai pas seule, je serai avec mes invités, Christophe Abadiané et puis Junior Dessay pour échanger sur un sujet très important sur le financement du développement durable au Togo. Si vous êtes Togolais ou Togolaise, ou même voilà, si vous venez d'un autre pays voisin, n'hésitez pas à partager. Ça sera un plaisir de vous avoir sur ces lives afin de profiter de ces moments de partage, de réflexion de critique surtout sur cette problématique-là. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne après-midi et on se donne rendez-vous le samedi 23 août, 17h GMT, 19h de France. À très bientôt.